Kaboul est tombé entre les mains des talibans. Ça me rappelle quelque chose. Des hélicos américains qui font la noria entre le centre-ville de Kaboul et l'aéroport pour évacuer leurs ressortissants, ça aussi ça me rappelle quelque chose. Mais quoi donc? Un pays qui retombe dans l'application stricte du Saint-Coran, ça aussi ça me fait penser à un truc. Alors si comme moi, tu veux comprendre pourquoi Kaboul est tombé, et est-ce que c'était prévisible ou pas, alors cette vidéo est pour toi. Sahin Habu Hunne Kamaha. La chute de Kaboul, tout de suite me fait penser à la chute de Saïgon. C'était le 30 avril 1975. Les deux affaires sont un peu semblables. On a affaire à la grosse machinerie de l'armée américaine qui a fait la guerre pendant plus d'une dizaine d'années, qui a essayé, comme on disait à l'époque, de conquérir les cœurs et les esprits, et qui a créé de toutes pièces l'armée du Vietnam du Sud. L'armée américaine était intervenue au Vietnam à partir de l'année 1964. Et progressivement, elle est montée crescendo. Dans les années 1966, 67, voire 68, il y a plus de 500 000 soldats américains. Au début, on avait envoyé des volontaires, des professionnels, des forces spéciales. Et puis très vite, on est arrivé à la conscription. De nombreux jeunes Américains sont allés se battre et mourir dans un pays qu'ils ne savaient même pas situé sur une carte du monde. Alors, les Américains ont tout tenté. Des bombardements invraisemblables, des campagnes de désherbage des forêts tropicales vietnamiennes. Ceci va laisser énormément de marques dans l'écosystème du Vietnam. C'est un crime écologique. Les pertes humaines vont être terrifiantes. Il y aura 58 000 soldats américains tués. On estime qu'il y aura environ 1 million de soldats du Nord-Vietnam et du Viet Cong tués, ainsi que plus de 4 millions de civils. Sans compter les morts qui suivent l'exposition aux produits tels que l'agent orange, qui sont utilisés pour éradiquer la forêt vietnamienne. Mais surtout, ce qui est le plus étonnant, c'est qu'entre 1965 et 1973, les Américains vont lâcher plus de 7 millions de tonnes de bombes sur le Vietnam, 2 millions de tonnes sur le Laos, un pays qui n'était pas officiellement en guerre avec eux. À titre de comparaison, on pourrait dire que les Américains ont lancé un peu moins de 600 000 tonnes de bombes sur le Japon et 2,7 millions de tonnes sur l'Europe. Le coût économique est exorbitant. On estime que la guerre du Vietnam a coûté 494 milliards de dollars. Et pour quel résultat? Le 30 avril 1975, les troupes nord-vietnamiennes et le Viet Cong entrent à Saïgon, qui deviendra Ho Chi Minh Ville. C'est la chute du gouvernement corrompu du Sud-Vietnam, le début des Boat People, et en quelques jours, les Américains vont réussir à évacuer 7000 personnes, 1370 Américains et plus de 5000 ressortissants vietnamiens. Voilà à quoi me fait penser la chute de Kaboul. Mais les Américains n'en ont pas retenu la leçon. Et je pense à autre chose aussi, la guerre en Irak. Encore un pays musulman, comme l'Afghanistan. La guerre en Irak débute officiellement le 20 mars 2003. Alors au début c'est facile, parce que la supériorité militaire, mécanisée et aérienne des Américains vont balayer l'armée de Saddam Hussein. Celui-ci sera d'ailleurs retrouvé dans un trou et condamné à mort et fusillé sous les caméras du monde entier. L'Irak, c'est l'un des rares cas de mise en œuvre du principe de guerre préventive. La guerre préventive qui avait été inventée par les Romains. J'ai toujours fait une extrapolation, une comparaison entre l'Empire romain et la thalassocratie américaine. Les Américains ayant repris à leur compte le concept de guerre préventive.
Car en effet, si le 12 septembre 2002, le président américain George W. Bush est venu soutenir devant l'ONU la présence d'armes de destruction massive aux USA, et son général en chef nous montrait une petite fiole qui contenait soi-disant de l'anthrax, les armes de destruction massive, on les cherche toujours. Peut-être dans 2000 ans, des archéologues les retrouveront enfin et diront « W avait raison ». En 2008, les Américains ont envoyé 150 000 hommes de troupes en Irak, qui sont eux-mêmes épaulés par des sociétés militaires privées, entendez mercenaires. Ça fait quand même plus joli comme titre. Ils sont environ plus de 160 000 contractuels, dont 49% d'Irakiens. Alors, on est parti pour une quinzaine d'années de guerre civile entre la majorité sunnite et la minorité chiite. Des attentats fleurissent partout. La population irakienne, qui est harcelée par l'armée américaine, qui recherche d'éventuels terroristes islamiques, est également confrontée aux attentats suicides sur les marchés et dans les immeubles, qui feront d'innombrables victimes. Il y aura en tout environ 4500 soldats américains tués, un peu moins de 200 britanniques. Heureusement, la France ne s'est pas mêlée à cette opération désastreuse et immorale. Il est très difficile de comptabiliser le nombre de morts civiles et de terroristes irakiens qui ont été tués. Les estimations passent de 100 000 à 1 million de personnes. En tout cas, la démocratie américaine a apporté un champ de ruines en Irak. Et pour quel résultat? En juin 2014, ce que l'on appelle l'État islamique, c'est-à-dire Daesh, va, à partir de la Syrie et du nord de l'Irak, conquérir à peu près un tiers du territoire irakien, d'où les soldats américains se sont retirés. Le nord-ouest de l'Irak est entre les mains des islamistes, qui vont se livrer à des campagnes de viols et de massacres systématiques sur les minorités chrétiennes et païennes de cette région. En 2017, certaines estimations pensent que le coût de la guerre est environ de 800 milliards de dollars. Certaines autres estimations, prenant en compte le suivi des nombreux blessés et des handicapés et des amputés de l'armée américaine, l'estiment plutôt à 4 000 milliards de dollars. Je pense que la vérité est entre les deux. En tout cas, là aussi, l'armée américaine n'aura pas su conquérir les cœurs et les esprits, comme au Vietnam, et se sera retrouvée à renouveler une campagne de bombardement contre Daesh. On en arrive à l'Afghanistan. 11 septembre 2001, le World Trade Center, les attentats contre les deux tours jumelles qui vont faire 3000 morts. Les Américains ont tout de suite visé Oussama Ben Laden comme étant l'instigateur de cette opération. Or, Oussama Ben Laden se cache dans les grottes d'Afghanistan. Alors une opération est lancée. Une fois de plus, les Américains vont lancer leur rouleau compresseur sur l'Afghanistan. En Afghanistan, il y a les talibans. Les talibans, qui vient du mot Pashtun Taleb, qui veut dire enseignement, sont des étudiants musulmans qui veulent retourner aux racines de l'islam et qui retirent leur enseignement dans les madrasas, c'est-à-dire des écoles coraniques. Ces talibans ont prôné un islam des origines très strict et très rigoureux. Alors la guerre recommence. Les talibans vont très vite être rejetés vers les extrémités du pays, proches du Pakistan, dans ce qu'on appelle les zones tribales, où règnent les seigneurs de la guerre Pashtun. Là aussi, comme en Irak, comme au Vietnam, les Américains vont lancer un processus démocratique. En 2004, le président Karzai est élu. De quelle façon? Je ne sais pas. Toujours est-il que c'est plus ou moins la marionnette des Américains. En 2008, les Américains et leurs alliés sont 70 000. En 2009, ils sont 120 000. Et en 2012, on arrive à 150 000 hommes, avec une coalition d'Anglais, de Français, de Danois, d'Espagnols, d'Italiens, d'Allemands, et évidemment 100 000 Américains. C'est une guerre du faible au fort, un conflit asymétrique, dans lequel
les Américains n'auront presque jamais le dernier mot, malgré des campagnes de bombardement colossales. Les Américains vont tester à grande échelle leurs drones pour pister les talibans qui se cachent dans les montagnes, qu'ils connaissent comme leur poche. Et puis, en 2013, le président Obama décide de retirer progressivement les troupes américaines, pensant que la situation est stabilisée en Afghanistan. Il n'en est rien. En 2014, le retrait est presque complet. Il reste moins de 50 000 soldats étrangers de la coalition en Afghanistan. On estime les victimes civiles de cette guerre à plus de 20 000. Les Américains vont perdre 2300 hommes et plus de 20 000 blessés. Les Français, 90 morts et 725 blessés. Si l'on prend en compte le reste de la coalition et les contractuels, toujours ces mercenaires, qui accompagnent l'armée américaine, on estime qu'il y a 29 000 morts et plus de 65 000 blessés. Cette guerre aura coûté 1000 milliards de dollars. 20 ans de guerre. Et pourquoi? Pour rien. Aujourd'hui, les talibans sont revenus au pouvoir. Aujourd'hui, les ambassades exfiltrent leurs ressortissants et les Afghans qui ont participé à leur combat contre les talibans. Les talibans sont à nouveau les maîtres du pays. Alors qu'est-ce qu'on peut en penser? On peut en penser que les états-majors occidentaux ne retirent aucun enseignement de leur campagne militaire précédente. C'est bien dommage. Je me demande ce qu'on enseigne à Saint-Cyr, à West Point et à Sandhurst. Je me le demande. Parce que tout le monde pouvait savoir que si on n'avait pas travaillé pacifiquement sur les populations, qu'elles soient vietnamiennes, irakiennes ou afghanes, alors effectivement, une fois les armées, qui sont des armées d'occupation, du point de vue des natifs du pays, alors une fois ces armées parties, les ennemis, que ce soit le Viet Cong au Vietnam, Daesh en Irak ou les talibans en Afghanistan, auraient reconquis le territoire. Parce qu'enfin, les Occidentaux qu'ont-ils à proposer à ces gens-là? Je vais reprendre une des phrases du film Avatar, quand le héros a réussi à intégrer les populations navies et qu'il rédige son rapport. Qu'avons-nous à proposer à ces gens? De la bière? Des jeux? Et nous, les Occidentaux, qu'avons-nous à proposer à ces populations qui ont des coutumes, une foi puissante, l'islam, qui est une religion conquérante? Qu'avons-nous à leur proposer? L'alcool, le whisky, le poker, la bière, la pornographie, tous les maux de nos sociétés occidentales? On s'adresse ici en Afghanistan à des hommes fiers et courageux, les Pashtuns, l'ethnie principale de l'Afghanistan. Ces gens vivent dans des conditions que nous ne connaîtrons jamais. Ils se battent en sandales de cuir. Ils portent un kurta, leur tunique, un turban ou un pakol sur la tête. Ils se battent avec une kalachnikov, avec aucun appui-feu, presque rien. Ils se battent pour leur foi, ils se battent pour leur pays. Alors on peut dire beaucoup de choses sur l'Afghanistan, il n'y a pas de problème. Les droits des femmes qui ne sont pas respectés, les exécutions publiques. Mais n'est-ce pas la même chose en Arabie Saoudite, qui sont pourtant nos alliés? Je ne vois pas pourquoi on va critiquer la manière de vivre des talibans dans leur pays, alors que nous-mêmes les Occidentaux avons tellement de choses à nous reprocher dans nos propres pays. Je ne parlerai pas de la pauvreté, des gens qui vivent sur les trottoirs, dans des puissances industrielles comme les USA, l'Angleterre ou la France. Qu'avons-nous à leur dire? Quelles leçons pouvons-nous leur proposer? Les droits de l'homme? Les droits de l'homme, quand on voit ce qui s'est passé à la prison d'Abu Ghraib, quand on sait qu'un supérieur de l'armée américaine a laissé crever des talibans dans des conteneurs, il les a laissés mourir de soif et d'asphyxie lors d'un convoi vers une prison. Qu'avons-nous à dire à ces gens? Je pense qu'il faudrait peut-être mieux se taire et apprendre à raisonner, apprendre l'humilité. Alors les talibans ont gagné, et la solution n'est pas militaire. Je ne sais pas de quel ressort elle est, mais elle n'est pas militaire. Ça n'a pas fonctionné, et ça ne fonctionnera jamais. Une armée qui vient pour délivrer un peuple est un jour ou l'autre considérée comme une armée conquérante. Pour les natifs du pays, c'est du néocolonialisme. Qu'on le comprenne bien. Même si au début, ils sont contents de voir leur libérateur. Et puis progressivement, les choses changent. J'ai fait cette vidéo dans le cadre d'une nouvelle playlist qui va s'appeler Histoire vivante. Parce que je pense que cette histoire-là, on la vit aujourd'hui et qu'elle aura des répercussions sur le monde entier. Mais je pense qu'il faut peut-être mieux
essayer de comprendre ces gens, essayer de leur expliquer comme à des frères ce que nous pouvons leur apporter en termes de philosophie, mais pas leur imposer nos vues. Notre démocratie à coups de canon, à coups de napalm, à coups de bombe. C'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Elles ne fonctionneront jamais ainsi. Voilà, une fois de plus, je me demande si vraiment les hommes politiques et les généraux ouvrent une fois dans leur vie un livre d'histoire. Je me pose la question. Voilà, j'attends vos commentaires, ce que vous pensez de cela. J'ai essayé d'être le plus neutre possible et d'adopter une position qui déroge un peu à la pensée plus ou moins unique qui règne en Occident, en considérant les choses de façon binaire, mal ou bien. Je ne pense pas que c'est ce qu'il faut faire. Il faudra un jour ou l'autre parler aux talibans. Nous n'aurons pas le choix, ne fût-ce que dans l'intérêt des populations qui vivront plus ou moins sous leur joug aujourd'hui. Voilà, histoire vivante, parce que comme tu le sais, l'histoire, c'est toi qui l'as fait.